Ce soir, la commémoration de la tragédie de Polytechnique relance de plus belle aux communes le débat sur le contrôle des armes à feu. Sommes-nous moins protégés qu'en 1989? Le chercheur spécialisé sur les armes à feu, Francis Langlois, répond à nos questions. À qui revient la responsabilité d'interdire les armes de poing au pays? On en débat avec notre panel de députés. Et les conservateurs réclament un comité parlementaire spécial pour examiner la réponse du gouvernement Trudeau à la chute de Kaboul aux mains des talibans. L'analyse des dossiers chauds de ce début de semaine avec nos politologues Geneviève et Daniel. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. En ce triste 32e anniversaire de la tragédie de Polytechnique, la question du contrôle des armes à feu a pris beaucoup de place aujourd'hui à la Chambre des communes. Le Bloc québécois a interpellé le ministre de la Sécurité publique afin qu'Ottawa en fasse davantage en la matière. On se rappelle, l'an dernier, les libéraux avaient interdit environ 1500 types d'armes d'assaut, mais par le biais d'un programme de rachat volontaire plutôt qu'obligatoire. Alors, voici un extrait des échanges cet après-midi aux communes. Il y a 32 ans aujourd'hui, le Québec était frappé par un féminicide faisant 14 victimes parmi les étudiantes de Polytechnique. Dans le contexte des 18 féminicides qui s'ajoutent cette année, et de la vague de fusillades qui ébranle Montréal, l'absence de progrès sur le contrôle des armes à feu depuis cette tuerie est encore plus criant. Je cite la survivante de Polytechnique, Nathalie Provost. C'est une catastrophe. On est moins protégé en 2021 qu'en 1989. Monsieur le Président, quand le gouvernement va-t-il enfin prendre ses responsabilités en matière de contrôle des armes à feu? L'honorable ministre de Sécurité publique. Monsieur le Président, je tiens à remercier ma collègue pour sa question et ses paroles sur cet anniversaire solennellement sur la tragédie de la Polytechnique. Notre gouvernement a déjà pris beaucoup d'actions concrètes sur l'enjeu de la violence causée par des armes à feu, mais en même temps, il faut reconnaître qu'il faut plus loin. Il faut chercher plus de solutions concrètes. Il faut travailler ensemble avec le gouvernement de Québec et tous les députés dans la Chambre pour assurer que tout le monde avait une communauté en sécurité. Merci, Monsieur le Président. Et pour marquer la journée de commémoration de la tuerie de l'École polytechnique, le premier ministre Justin Trudeau a assisté à Montréal en fin d'après-midi à une cérémonie à la mémoire des 14 jeunes femmes qui sont tombées sous les balles d'un tueur en 1989. M. Trudeau était accompagné, entre autres, du premier ministre du Québec, François Legault. Maintenant, pour mieux comprendre, on en est où exactement avec les armes à feu au pays? Je retrouve Francis Langlois, qui est spécialiste en la matière et chercheur à la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM. Bonsoir, M. Langlois. Bonsoir, Mme Lejeune. D'abord, j'aimerais vous entendre sur une déclaration d'une survivante de Polytechnique dans la foulée de ce 32e anniversaire, la porte-parole Nathalie Provost, qui dresse un portrait, il faut le dire, sombre de la situation des armes à feu au pays. Elle affirme en fait que la situation actuelle est catastrophique et que la population est moins protégée qu'en 1989. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Disons qu'il faudrait nuancer un peu la situation dans la mesure où il y a plus d'encadrement légal autour des armes à feu qui sont possédées par des Canadiens et des Canadiennes, suivant la loi, évidemment. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas tout à fait exact. Et donc, le gouvernement a resserré le contrôle de façon générale. Il l'a beaucoup plus resserré en 2020 suite à la tuerie de Porte-à-Pic. Ceci étant dit, effectivement, il y a eu des reculs. Le gouvernement Harper a aboli le registre mis en place par M. Chrétien en 1995. Donc, effectivement, à ce niveau-là, il y a moins de vérification ou de contrôle qui est effectué par le gouvernement fédéral. Donc, ça, c'est vrai. Et aussi, nous sommes en ce moment affectés par un phénomène qui touche l'ensemble de l'Amérique du Nord, à savoir une augmentation de la criminalité armée dans les rues des grandes villes. Mais ça affecte, oui, Montréal, ça affecte Toronto, ça affecte Calgary, mais ça affecte essentiellement l'ensemble des grandes villes américaines aussi. Oui, parce que cette année, en effet, on a beaucoup entendu parler de féminicide au Québec, de fusillades à Montréal. Certains observateurs, il y a eu une augmentation de la violence par arme à feu. À la lumière de ce que vous nous dites, c'est le cas.
Oui, c'est le cas, et particulièrement en termes d'utilisation, disons, gratuite d'armes à feu, à savoir là, des armes qui sont vidées, mais sans faire de victimes. Donc ça, c'est en augmentation un peu partout au Canada. Puis effectivement, le nombre d'homicides d'armes à feu a augmenté. Bon, peut-être un peu diminué là, cette année par rapport à l'année dernière, mais ça a augmenté dans les 5 dernières années, si c'est clair. Est-ce qu'il y a un lien direct à faire entre féminicide et contrôle des armes à feu? Oui, dans la mesure où le contrôle des armes à feu légales, donc l'agenda que Police se souvient pousse depuis 1989, donc le contrôle des armes à feu légales vise à diminuer le potentiel de violence qui est engendré par ces objets-là, donc soit les armes à feu. Et dans ce cadre-là, bien évidemment, si on contrôle qui possède des armes à feu, si on contrôle les antécédents, si on vérifie les témoins qui sont indiqués sur n'importe quel formulaire, bien à ce moment-là, on peut s'assurer de la probité des gens qui veulent détenir des armes à feu. Et donc, ainsi, ben relativement, évidemment, on peut pas éliminer toute forme de violence envers les femmes, mais oui, il y a moyen de contrôler un peu la violence qui est faite par des hommes sur des femmes, soit en interdisant des gens de se procurer une arme ou encore en allant saisir les armes d'une personne qui est jugée dangereuse envers sa conjointe. Donc oui, c'est une façon de contrôler cette violence-là ou cette violence potentielle. Sur ces contrôles, justement, sur les armes de poing, on le sait, le premier ministre Justin Trudeau a refusé de légiférer, renvoie l'interdiction dans la Cour des villes qui, elles, n'en veulent pas. Est-ce que c'est une bonne approche de laisser aux villes le droit de bannir des armes de poing sur leur territoire? Donc, une chose à dire en premier lieu, donc toutes les armes de poing au Canada qui sont détenues légalement par des Canadiens et des Canadiennes, donc sont enregistrées à Ottawa. Chaque arme a un permis unique lié à la personne qui possède l'arme à feu. Donc, il y a déjà une réglementation assez encadrée, assez serrée sur ce genre d'armes-là. Maintenant, effectivement, des gens veulent les retirer complètement de la circulation, ce qui serait possible de faire. Le gouvernement fédéral a les pouvoirs, les capacités administratives et, comme je vous le dis, le moyen de les retracer une par une. On dirait que M. Trudeau essaie de faire une espèce de fédéralisme asymétrique, donc en laissant les provinces, au début, il voulait l'envoyer dans la Cour des municipalités, et maintenant, bon, on voudrait le déléguer aux provinces. Pour, disons, faire en sorte qu'une telle réglementation soit efficace et qu'elle soit pas simplement un coup d'épée dans l'eau, si on veut, il faut que ce soit administré et fait sur une base nationale. Parce que sinon, une arme peut être transportée, on le voit aux États-Unis, une espèce de réglementation à la carte. Les États, les villes, bon, tout ça réglemente un peu selon leur désir jusqu'à un certain point. Et donc, ça fonctionne pas parce qu'on transporte les armes d'un État à l'autre, d'une ville à l'autre. Donc, le même phénomène pourrait se produire pour des armes légales. Maintenant, ça fait pas face au problème des armes illégales qui, elles, engendrent de la violence dans les rues, mais pour encadrer le potentiel de violence, là, disons, notamment contre les femmes, ben oui, effectivement, on pourrait retirer toutes les armes de poing de circulation. Oui, c'est ça. Vous parliez il y a un instant des États-Unis. Je vais vous entendre sur le contrôle des frontières. Bon, le temps file et on sait que le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, a promis d'agir pour renforcer les lois et les ressources frontalières pour assurer un meilleur contrôle des armes à feu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le contrôle actuel aux frontières avec les États-Unis? Est-ce qu'ils sont efficaces, ces contrôles-là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ces contrôles? De ressources humaines sur les différents postes de frontières. On pourrait permettre aux agents frontaliers d'opérer en collaboration avec les gens de la GRC, donc les agents frontaliers ne seraient pas pris au lieu où ils travaillent. Le gouvernement de M. Trudeau, en mars 2021, a débloqué des fonds pour augmenter la surveillance et aussi a créé un pont entre les autorités frontalières canadiennes et américaines. Donc ça, c'est le minimum. Maintenant, il y a des routes de trafic qui passent par des endroits plus sensibles que d'autres, notamment à Quistacné, mais ailleurs aussi, par ailleurs. Les autorités le savent et évidemment, il faudrait agir de façon plus serrée. On a vu, il y a eu une saisie la semaine dernière par la GRC. Les gens avaient passé par Quistacné. Donc, il va falloir peut-être à un moment donné coordonner un peu mieux l'intervention policière de façon à assurer une protection équivalente, une surveillance équivalente sur
toutes les parties de l'immense frontière qui nous sépare des États-Unis. Il faut le dire, c'est gigantesque. Oui, il reste encore beaucoup de travail à faire. Francis Langlois, spécialiste chercheur sur les armes à feu à la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, Mme Bégin. Bonne soirée. Et justement, je poursuis sur ce qui reste à faire en matière de contrôle des armes à feu en cette journée de commémoration de Polytechnique avec notre panel de députés pour les libéraux Rachel Bandayan, pour les conservateurs Pierre Paulus, pour le Bloc québécois Christina Michaud et pour le NPD Alexandre Boulris. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Rachel Bandayan, je vais commencer avec vous parce que les libéraux, vous refusez de légiférer sur les armes de poing. Vous renvoyez ça dans la Cour des provinces ou des municipalités qui, elles, disent que c'est plutôt à Ottawa d'agir. Alors, pourquoi votre gouvernement refuse toujours d'interdire les armes de poing? Écoutez, pour ceux qui me connaissent, vous savez que le contrôle des armes à feu est une cause qui me tient personnellement à cœur. Je représente la circonscription d'Outremont. J'aimerais souligner en ce jour très solennel l'importance de rendre hommage aux 14 victimes de l'École polytechnique il y a aujourd'hui 32 ans. La demande de ma communauté de Police se souvient, avec qui je travaille en étroite collaboration, est très claire. Ils m'ont demandé le mandat de interdire les armes de poing partout au Canada. Mon rôle est de porter leur voix à la Chambre des communes. Alors, je travaille là-dessus avec le ministre et avec tous les membres de notre gouvernement. Et je tends la main aux autres panélistes et à tous les membres en cette Chambre afin de travailler là-dessus. Mais dans un premier temps, nous avons mis de l'avant quelque chose de très intéressant et très concret avec $1 milliard sur la table pour permettre, en fait, répondre à la demande de l'Assemblée nationale pour permettre au Québec et à tous les provinces et territoires d'interdire les armes de poing sur leur territoire. Et j'espère bien avoir une réponse positive de la part de M. Legault, parce qu'on parle aujourd'hui tous de faire plus. Ils ont à la fois maintenant le pouvoir de le faire et l'argent pour le faire. Alexandre Boulris, je vais poursuivre avec vous parce qu'au NPD, vous avez aussi promis en campagne électorale de confier non pas aux municipalités, mais aux provinces, comme les libéraux, le pouvoir de légiférer sur les armes à feu, les armes de poing. Pourquoi ce ne serait pas à Ottawa de le faire? Bien, ça pourrait l'être. Je pense que c'est une conversation, une discussion qu'on doit continuer à avoir. Mais si on veut agir rapidement, il va falloir que les provinces aient la capacité de le faire. Et c'est pour ça que nous, en fait, on répondait à un appel, à une demande de l'Assemblée nationale qui avait adopté une motion à l'unanimité pour que le fédéral puisse transférer ces pouvoirs-là pour que, sur le territoire du Québec, les armes de poing soient interdites, illégales. Mais il faut également faire en sorte qu'ils n'entrent pas au pays. Et là, on a un gros problème de circulation, de vente d'armes illégales à la frontière. Les libéraux disent qu'ils ont ajouté des ressources. Nous, on a contacté le syndicat des agents frontaliers qui nous disent on l'a pas vu, on manque de ressources cruellement depuis longtemps. Il n'y a pas de nouvelles ressources qui ont été mises sur place. Il manque de chiens pisteurs, il manque d'inspecteurs, etc., etc. Alors, je pense que ce serait la chose urgente à faire. Et ensuite de ça, les provinces pourront décider si elles veulent ou pas interdire les armes sur leur territoire. Donc, d'abord, un contrôle plus serré aux frontières. Pierre Paulus, maintenant, les conservateurs, vous dites souvent qu'il faut s'attaquer à l'arrivée des armes illégales au Canada avant de cibler les propriétaires d'armes légales. Or, on sait que plusieurs tueries au Canada, entre autres Polytechnique, Dawson, la Mosquée de Québec, ont été perpétrées avec des armes légales. On se rappelle aussi que pendant la campagne électorale, votre position avait été plutôt ambivalente sur le fameux programme de rachat des armes d'assaut. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre un meilleur contrôle des armes légales? Les armes légales sont déjà très contrôlées au Canada. Oui, effectivement, il y a eu 5 tueries dans l'histoire du Canada avec des armes légales, on le reconnaît. C'est déjà de trop, 5 tueries de trop, évidemment, comme celle de Polytechnique ou de la Mosquée de Québec plus récemment. Mais il reste que dans l'ensemble, des millions d'armes possédées de façon légale au Canada, c'est pas là que le problème de ce qu'on voit actuellement à Toronto depuis plusieurs années et plus récemment de façon plus flagrante à Montréal. Énormément de tueries qui sont faites de façon individuelle. Il y a des choses qu'on n'entend même pas parler dans les nouvelles parce que c'est des membres de gangs, donc c'est pas rapporté. Malheureusement, comme il y a des adolescents comme la semaine passée, les jeunes qui sont... Ça, on entend parler, c'est correct, il faut le faire. Et nous, on dit depuis des années, ça a toujours été la même chose et on le redit encore, c'est vraiment de mettre toutes les énergies possibles sur le crime organisé, sur les gangs, et c'est là que les efforts doivent être mis en priorité. On voit, en fin de semaine, on a vu la ministre Guilbeault au Québec qui a amené de l'investissement pour aider au niveau des organismes
touche aux jeunes, qui s'adapte, qui s'occupe de parler aux jeunes. Ça, c'est parfait. Le fédéral peut faire une part aussi là-dedans pour empêcher des jeunes de devenir membres des gangs. Mais de l'autre côté, au niveau de la frontière, et Alexandre a dit exactement ce qu'il faut. C'est la frontière, c'est les agences de services douaniers pour aider la GRC. On a des discussions aussi à avoir avec Akwesasne. C'est une route, c'est un passage au Canada d'armes illégales. Et la question autochtone est toujours délicate, mais il reste que les faits sont là et on doit adresser ce problème-là. C'est pas une confrontation, c'est une discussion qu'on doit établir pour dire comment qu'on peut régler le problème. Oui, et il faut aller un peu plus vite. Au Bloc québécois, Christina Michaud, un plus grand contrôle des armes à feu. On le voit, là, c'est un cheval de bataille pour vous au Bloc depuis le début de la nouvelle session parlementaire. Qu'est-ce que vous demandez au Bloc et pourquoi au juste? Je pense qu'il faut prendre le temps de commémorer la mémoire des 14 femmes qui ont été tuées là, il y a 32 ans et je salue la présence de Mme Bendayan et de son premier ministre à la commémoration ce soir. Mais je pense que les survivantes, elles sont tannées des commémorations et pas d'actions qui suivent. On se rappelle, Justin Trudeau les a regardées dans les yeux en 2019 à la commémoration pour dire « je vais bannir les armes » et il l'a pas fait. Alors on a besoin d'actions concrètes et on a donné des solutions au gouvernement. Il y a 2 semaines, le Bloc québécois a donné des propositions concrètes parce que bien qu'on les bannit tous ou on les interdit toutes demain matin, elles continuent de circuler dans nos rues, elles continuent d'être dans les mains des gangs de rue, des jeunes à Montréal. Alors, on a besoin de s'attaquer aux frontières et la frontière, c'est une compétence fédérale. Alors, ce qu'on propose, c'est plus de ressources aux frontières, à l'Agence des services frontaliers, à la GRC. Il y a de l'expertise qui est déjà présente. Par exemple, les agents des services frontaliers ne peuvent pas se déplacer entre les postes frontières pour faire du patrouillage. Peut-être que ça pourrait être une solution, mais on manque certainement de besoins financiers. Et l'autre chose, une escouade mixte pour la lutte contre le trafic des armes à feu. Monsieur Paulus le mentionnait, certains territoires, il faut que ces gens-là se parlent, ces services de police-là se parlent, la SQ, service de police d'Akwesasne, service de police de l'Ontario, la GRC, service de police de New York. Je pense que tous ces gens-là doivent se mettre ensemble, travailler ensemble sur le terrain pour contrer le trafic d'armes à feu parce que c'est là que ça commence. Alors, on a beau mettre des politiques en place, si on n'arrête pas le problème à la source, je pense qu'on n'y arrivera pas. Alors, le gouvernement fédéral se doit d'agir là-dessus. Oui. Rachel Bendayan, justement, je vais vous laisser le mot de la fin parce que le temps file. Là, vous venez d'entendre vos collègues. Il semble y avoir unanimité pour en faire plus, du moins, du côté des frontières. Qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'est-ce que vous en pensez? Dans un premier temps, permettez-moi de corriger Mme Michaud. Nous avons banni les 1500 différentes styles d'armes d'assaut. Nous allons mettre en place un programme de rachat obligatoire afin de s'assurer que ces armes ne soient plus en circulation. Et je dois vous dire que je me réjouis de l'intérêt du Bloc québécois à prendre des mesures plus strictes à la frontière parce que par le passé, le Bloc a voté contre des investissements pour nos agents frontaliers et nos forces afin de mieux prévenir et détecter la contrebande. Alors, c'est une bonne nouvelle et j'aimerais aussi simplement mentionner que nous avons également augmenté les peines maximales pour les crimes impliquant les armes à feu à 14 ans de prison. C'est important. Alors, nous avons déjà beaucoup avancé sur le dossier des armes à feu. Il y a plus à faire encore et j'aimerais pouvoir travailler avec tous les membres ici sur le panel et en chambre afin d'avancer encore plus. Oui, c'est ça, parce que ça fait 32 ans, évidemment, aujourd'hui, que survenait la tragédie de Polytechnique. Ça fait quasiment 32 ans qu'on dénonce l'inaction des gouvernements, tous gouvernements confondus, en matière de contrôle des armes à feu. On aura très certainement l'occasion de refaire d'autres panels de députés pour parler du resserrement du contrôle des armes à feu au pays. Entre-temps, Rachel Bendayan, Pierre Paulus, Christina Michaud et Alexandre Boulris, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Et d'autres nouvelles ont retenu l'attention aujourd'hui à Ottawa. J'en discute avec nos politologues en résidence, Geneviève et Daniel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. D'abord, le Parti conservateur a réclamé ce matin la création d'un comité parlementaire spécial pour examiner la réponse du gouvernement à la chute de Kaboul aux mains des talibans au mois d'août dernier. Geneviève, à quel point c'est une mauvaise nouvelle pour les libéraux, ça? Oui, c'est vrai, c'est une mauvaise nouvelle. On se rappelle qu'on avait un gouvernement minoritaire avant la dissolution de la Chambre, avant les élections générales. Puis les comités spéciaux avaient quand même aidé un peu le Parti conservateur. Je peux pas m'empêcher de penser à l'an passé avec le comité qui avait été mis sur pied sur l'affaire Unie Charité. Alors, j'ai l'impression que les conservateurs veulent répéter un peu l'exploit ou en faire l'exemple puis dire, bon, ben, on va continuer à marteler le gouvernement.
Maintenant, est-ce qu'ils vont déterrer des choses? Ça, je suis moins sûre. C'est peut-être un pari aussi de la part des conservateurs, un pari risqué parce que il faut avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Puis je suis pas convaincue qu'il y a vraiment matière à indignation ou à scandale. C'est un dossier qui me semble complexe. Alors on verra la suite des choses. Mais ça montre aux libéraux que oui, ils sont minoritaires puis que l'opposition va essayer de dicter l'agenda pour les prochains mois, les prochaines années. Daniel, parce que les libéraux s'étaient quand même engagés à rapatrier 40 000 réfugiés afghans, mais jusqu'à maintenant, il y a seulement 4 000 qui ont été rapatriés. Et le ministre de l'Immigration refuse de fixer un échéancier pour respecter l'engagement du Canada en la matière. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de ce dossier par le gouvernement libéral? Oui, bon, c'est une gestion qui a été beaucoup critiquée et je pense que ça pourrait avoir fonctionné beaucoup mieux que ça. La pandémie, ça aide pas. Il y a des problèmes évidemment sur le terrain en Afghanistan, mais je pense qu'on aurait pu faire mieux. Et donc, ce comité-là, je pense, pourrait vraiment attirer, disons, une attention assez négative sur le gouvernement libéral. Donc, c'est pas une bonne nouvelle pour eux. Ouais. Autre nouvelle qu'on apprenait aujourd'hui, en fait, l'ambassadeur du Canada en Chine, Dominic Barton, va quitter ses fonctions à la fin de l'année. Ça a été un gros mandat pour l'ambassadeur qui a géré la libération aussi des deux Michael. Geneviève, nouvel ambassadeur donc à venir, nouvelle ministre des Affaires étrangères aussi en la personne de Mélanie Joly. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour la relation Canada-Chine? Ben c'est ça, c'est qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y en est parce qu'on n'en a pas parlé pendant la campagne électorale. On sait que les conservateurs veulent la ligne dure contre la Chine et donc de pas faire de concessions. C'est pas tout à fait dans l'ADN du Parti libéral ni de Justin Trudeau, mais on sent qu'il y a certaines choses qui sont brisées, qu'il va peut-être falloir réparer. Est-ce qu'on veut aussi recommencer les pourparlers en matière de commerce international? Peut-être que le gouvernement Trudeau serait intéressé à faire ça, mais je suis pas sûre que la population canadienne va le suivre dans ce dossier-là. Alors oui, c'est de réfléchir à l'état des lieux, puis à la suite à donner avec nos relations avec la Chine. En plus, il y a Huawei qui joue là-dedans aussi. Et donc, j'ai l'impression que ça va prendre quelqu'un d'expérimenté qui connaît bien la Chine. Puis c'est une mauvaise nouvelle parce que, comme vous l'avez dit, ben, avec une nouvelle ministre aux Affaires étrangères qui a peut-être pas le dossier de la Chine c'est peut-être pas sa force, je vous dirais, en ce moment-là. Alors, elle aussi, elle a une courbe d'apprentissage. Oui, j'entrevois quand même un dossier complexe là, pour le gouvernement libéral. Daniel? Oui, Dominic Barton va être difficile à remplacer. C'est quelqu'un qui a vraiment fait un bon travail durant la crise des deux Michael, qui a contribué vraiment directement à leur libération. Il est arrivé en 2019, donc il n'est pas resté si longtemps que ça, à peine 2 ans. Et donc, on est dans une situation de transition. Et c'est quelqu'un qui connaît très bien la Chine qui s'en va, là. Dominic Barton, qui avait beaucoup travaillé en Chine avant, quelqu'un qui vient du secteur privé, donc il y avait aussi beaucoup de réseaux là, dans le monde des affaires. Et ça va être vraiment une tâche vraiment difficile pour les libéraux de trouver, pour le gouvernement, là, de trouver quelqu'un qui va être à la hauteur de ce dossier-là qui est extrêmement important pour le Canada. Oui, c'est une relation qui est importante, c'est sûr. Toujours sur la Chine, du nouveau, dans un autre dossier, en fait, celui des Jeux olympiques de Pékin. Le président américain, M. Biden, a annoncé aujourd'hui que les États-Unis vont finalement effectuer un boycott diplomatique des Jeux. Donc, les Américains n'enverront pas de diplomates à ces Jeux. Geneviève, est-ce que ça vient mettre de la pression sur le Canada pour faire la même chose? Parce qu'on sait que le Bloc presse le gouvernement de boycotter ces Jeux. Est-ce que ça vient mettre une pression supplémentaire sur le Canada? Le Bloc, puis j'imagine le Parti conservateur éventuellement. Oui, ça pourrait mettre de la pression, mais ça revient à ce que je disais tantôt, qu'on ne connaît pas trop la politique en matière d'affaires étrangères pour la Chine, de la part du Canada. Alors, comment veut se positionner le Canada? Est-ce qu'on se dit, bon, ben la Chine, on met ça de côté, puis notre principal intérêt, c'est les Américains, donc on va suivre les Américains? Ou est-ce qu'on veut se poser en défenseur du dialogue entre les Américains puis la Chine? Et là, on pourrait essayer de dire, oui, mais bon, faut peut-être pas aller jusque-là, puis essayer d'être un peu le médiateur. Puis ça, on n'a vraiment aucune indication à cet égard-là. Donc, la faiblesse du dossier chinois, enfin, on en discute peu, le gouvernement nous en parle peu, va probablement mener à ce que le gouvernement canadien imite ce que les Américains ont fait. Mais est-ce que c'est dans l'intérêt du Canada? Ça, je suis pas convaincue. Encore une fois, on est avec un gouvernement minoritaire. Encore une fois, des sujets peu discutés en campagne électorale. Donc, il y a un flou qui est un peu...
qui est un peu embêtant. On ne sait pas trop qu'est-ce que le gouvernement veut faire ou bien où est-ce qu'on va aller. Bon, le temps file. Je vais revenir avec vous sur les thérapies de conversion. Rare moment d'unanimité à la Chambre des communes mercredi dernier, alors que le projet de loi visant à interdire les thérapies de conversion, on le sait, bon, a été adopté à l'unanimité. À la surprise générale, ce sont les conservateurs qui ont présenté une motion pour accélérer le processus. Daniel, est-ce que Erin O'Toole est en train d'imposer son leadership sur le parti, vous pensez? Je sais pas, mais ce qui est certain, c'est que ça, c'était une victoire personnelle pour lui. Écoutez, la dernière fois là, où il y a eu un vote sur le projet de loi antérieur, là, avant les élections, il y avait 62 conservateurs, là, une majorité sur 119 qui avaient voté contre. Et ça avait fait mal paraître le parti et son leader. Et donc, je pense que là, vraiment, c'était un coup de force. Erin O'Toole a réussi à imposer ça. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour lui, en tout cas à court terme. Mais il y a encore beaucoup d'embûches et d'obstacles qui se profilent à l'horizon pour lui. Donc, je pense qu'il n'est pas sorti de l'auberge, mais que ça a été quand même un bon moment pour lui. Oui, parce que, Geneviève, on sait, M. O'Toole subit des pressions pour lancer le processus de révision de son leadership avant 2023. Est-ce que ça met le couvercle sur la marmite de façon définitive? Parce que, bon, Daniel dit peut-être pour un court laps de temps. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Pour un bon bout de temps, à mon avis, effectivement, les gens qui veulent contester son leadership ont moins d'atouts là, dans leurs mains là, pour le dire publiquement. Puis ça, c'est un bon coup pour M. O'Toole. Alors, je pense que c'est calmé sur ce front-là. Et c'est une très mauvaise nouvelle pour les libéraux parce que maintenant, les libéraux pouvaient un peu compter sur la division de l'opposition, surtout des conservateurs. Et là, ils ne peuvent plus le faire. Et donc, il ne faudrait pas se surprendre de voir un parti conservateur plus uni. D'ailleurs, juste depuis une semaine, on parle du côté positif que ça a eu, cette mesure-là. Donc, ça va un peu les galvaniser, à mon avis. Et donc, les libéraux vont devoir faire très attention, puis plus justement se dire, les conservateurs, on va pouvoir les embêter. Non, c'est maintenant les conservateurs qui vont pouvoir embêter les libéraux de toutes sortes de façons, comme créer des comités, et il va falloir qu'ils fassent attention. Alors, pour M. O'Toole, ça a été une très bonne semaine la semaine passée. Et ça oblige peut-être les libéraux, comme vous dites, à revoir leur stratégie pour la suite des choses. Geneviève et Daniel, merci. Et je vous retrouve lundi prochain. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 6 décembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous laisse sur des images de la commémoration du 32e anniversaire de la tragédie de Polytechnique en fin d'après-midi sur le sommet du Mont-Royal à Montréal. Au revoir.